Bonjour, je me présente. Mon nom c'est Abbé Emmanuel Ndaïgamié. Je commence à présenter les outils de l'analyse stratégique. Dans mes deux premières vidéos, on a présenté l'approche de l'analyse stratégique et ses trois hypothèses. La deuxième vidéo parlait de la méthode de l'analyse stratégique des organisations. Et maintenant, avec cette vidéo, nous commençons à présenter les outils de raisonnement de l'analyse stratégique. Le premier outil que nous voulons présenter, c'est la culture organisationnelle. Nous nous référons à Pierre Morin et nous résumons son article. C'est l'article de Pierre Morin que nous résumons et nous suivons son plan. Après l'introduction, on va voir que la notion de culture nous vient des ethnologues et des anthropologues. On va voir que les éléments de la définition de la culture des anthropologues se retrouvent dans la culture organisationnelle. On va voir que dans l'organisation, la culture organisationnelle est un problème à gérer. Selon Pierre Morin, toute organisation, par exemple telle entreprise, tel hôpital, telle école, tel parti politique, telle organisation religieuse, toute organisation en tant que corps social voit se former et évoluer en son sein une culture spécifique, sa culture organisationnelle. Pour illustrer ça, il nous propose un exemple de Renault et de Peugeot. Il nous dit que si vous regardez, par exemple, les machines, parfois même la chaîne de montage, rien ne peut distinguer les deux constructeurs. En revanche, vivre chez l'un ou l'autre de ces deux constructeurs vous plonge dans deux ambiances différentes, dans deux sociétés distinctes. Et ce sera à cause du fait que les rapports, par exemple, les rapports entre les niveaux hiérarchiques ne sont pas les mêmes chez Renault et chez Peugeot. Les langages et les vocabulaires, l'image que les employés ont de leurs employeurs, ce n'est pas la même chose chez Peugeot comme chez Renault. Et tout ça renvoie à la culture spécifique, c'est-à-dire la culture de chaque organisation. Pierre Morin nous dit que la notion de culture vient des ethnologues et des anthropologues. Je vous ai mis une image d'un, je ne sais pas si c'est un ethnologue ou un anthropologue, mais en tout cas, un chercheur au milieu d'une société primitive qu'il est en train d'étudier. Pierre Morin nous dit que lorsque il décrivait les sociétés primitives, il nous expliquait que ces hommes et ces femmes appartenaient à une société, à des sociétés, mais des sociétés différentes des sociétés occidentales. Il donnait comme exemple les rapports entre les hommes et les femmes. Il donnait comme exemple les mariages, les liens de parenté, comment on éduquait les enfants. Il disait que de simples gestes comme se saluer ou saluer un inconnu relevaient de règles, mais de règles différentes. Il ajoute même que des attitudes qu'on aurait pu croire liées à la sexualité et au sexe, c'est-à-dire la masculinité et la féminité, que ça pouvait même s'inverser dans certaines
société. Et finalement, il nous dit que les travaux de ces ethnologues et de ces anthropologues ont quand même permis de nourrir des débats sur ce qui découle de la culture et ce qui découle de la nature. Je vais me permettre une parenthèse en revenant sur ce débat sur qu'est-ce qui découle de la culture et qu'est-ce qui découle de la nature. Et dans l'Église catholique, il y a un enseignement sur le thème de la culture. Et qu'est-ce qu'ils disent dans le Concile Vatican II? C'est que c'est le propre de la personne humaine de n'accéder vraiment et pleinement à l'humanité que par la culture, c'est-à-dire en cultivant les biens et les valeurs de la nature. Donc on devient humain en cultivant les biens et les valeurs de la nature. Je ferme la parenthèse. Et j'aimerais revenir sur le propos de Pierre Morin qui nous dit que les ethnologues et les anthropologues nous ont fourni de nombreuses définitions. Et la première définition est de Kluckhohn et Kreber. Et ils disent que la culture est constituée de modèles de normes de comportement, de modèles explicites ou implicites de normes de comportement. Dans un groupe, il existe des normes implicites, explicites de comportement, des normes qui sont acquises ou transmises par leurs parents à travers des symboles qui permettent de distinguer tel groupe et tel groupe dans leur manière de s'accomplir, dans leur manière de réaliser leurs rêves. Klineberg, lui, insiste sur le fait que l'environnement social détermine la totalité du style de vie dans tel groupe. Et Kluckhohn et Kelly parlent de la culture comme un système, donc un système de croyances, un système de valeurs, un système de normes, historiquement formé, explicite ou implicite, qui tend à être partagé par tel groupe. Et Black, lui, parle de culture comme un système de signification qui est connu par les membres de tel groupe et ils utilisent ce système de signification dans les interactions. Pierre Morin souligne le fait que la culture de l'organisation reprend les éléments de cette définition de la culture telles qu'elles étaient fournies par les ethnologues et les anthropologues. Par exemple, l'élément de modèle, l'élément d'historicité, modèle de vie, modèle de comportement, l'élément d'historicité. Donc, il y a un lien entre la culture et l'histoire. Et puis, l'explicite et l'implicite. Cet élément-là se retrouve et repris dans la définition de la culture organisationnelle. Et puis, finalement, l'élément de la présence de la culture dans les interactions. Black nous dit que la culture, c'est un système de signification connu par les membres du groupe et utilisé dans les interactions. Eh bien, au sein de l'organisation, il existe une culture organisationnelle qui est utilisée dans les interactions. Qu'en est-il donc de la culture organisationnelle? Pierre Morin nous dit que quand on est embauché, on est un nouveau qui ne connaît pas la culture organisationnelle.
Même si on a de l'expertise, on sait fort bien ce qu'on va faire, il y a des choses de l'ordre de la culture de cette organisation qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas les codes, ce que les gens disent et ce qu'ils ne disaient pas. Comment ils partagent les bureaux. Comment on doit s'adresser à telle personne. Donc, certes, il dit qu'il y a des notes de service, il y a des règlements, mais la culture organisationnelle, ça doit s'apprendre. Cet univers de signes qui sont partagés. Ce système de signification connu par les membres de l'organisation est utilisé dans les interactions. Ça s'apprend. Et quand le nouveau membre de l'organisation découvrira cette écriture et quand il saura respecter les normes et jouer avec les codes, eh bien, il deviendra un ancien dans l'organisation. Cette écriture organisationnelle à connaître, nous dit Pierre Morin, c'est un univers de signes qui varie d'une organisation à une autre, d'une organisation religieuse à une autre, d'une ONG à une autre, d'un parti politique à un autre parti politique, d'une entreprise à une autre entreprise. Et ces signes résultent d'une histoire de l'organisation et sont le fruit de péripéties que cette organisation a vécues. Chaque organisation a des récits transmis au cours des années qui sont liés à des périodes fastes, mais aussi à des périodes de difficultés surmontées. On y trouvera aussi des personnages dont on a conservé le souvenir, plus ou moins transformés. Et, par exemple, tel un ancien dirigeant est crédité de succès dans tel domaine, et un autre est crédité de maladresse, d'échecs desquels il faudra apprendre. Certaines organisations ont un long passé et une galerie de héros devenus des personnages mythiques et des histoires héroïques et fabuleuses qu'on aime évoquer à des moments privilégiés, comme par exemple au moment des recrutements, au moment des visites, quand ils reçoivent des visites importantes, au moment des réunions, quand on est en train d'embaucher dans telle entreprise. Chaque organisation, nous dit Pierre Morin, a un langage propre de la maison. Des mots y prennent un sens qu'ils n'ont pas ailleurs. Et savoir utiliser ces mots à bon escient prouve que vous êtes de la maison. Chaque organisation, nous dit Pierre Morin, a aussi des codes de langage dans les relations interpersonnelles. Ainsi, par exemple, telle organisation accepte le tutoiement, telle autre non. Dans l'église, par exemple, quand on rencontre un évêque, on va dire « Excellence ». Dans telle autre organisation, on va dire « Monsieur ». Donc, dans une organisation, on accepte le tutoiement, dans une autre, non. Et tout ça, ça renvoie à la culture de l'organisation. Les locaux, nous dit Pierre Morin, livrent également des indices sur la culture organisationnelle qui prévaut dans l'organisation.
Et comment, par exemple, peut-on distinguer un bureau du directeur dans notre bureau? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi dans tel bureau, tel service est traité comme ça et non pas tel autre service? Ça renvoie à la culture de l'organisation, ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Comment expliquer ces anomalies? Pourquoi, par exemple, tel chef de service a un bureau aussi luxueux que le bureau du directeur, alors que son statut officiel ne le donne pas à croire? Pourquoi cette anomalie? Tout ça, donc la manière d'occuper les espaces peut renvoyer au non-dit dans la culture de l'organisation. En analysant la culture organisationnelle, la culture à l'œuvre au sein de l'organisation, on peut préciser l'idéologie réellement à l'œuvre, l'idéologie qui est respectée et qui est parfois différente de ce qui est dit officiellement. Quelles sont les valeurs et les préférences dans cette organisation? Est-ce que ce qui est dit officiellement correspond à ce que l'on voit? Les valeurs et les préférences souvent implicites et peu jamais affichées, mais très présentes, permettent de comprendre la vraie logique à l'œuvre. Une entreprise valorise-t-elle la richesse alors que, officiellement, elle parle de faire des choix en faveur des pauvres? Est-ce qu'elle met en avant le court terme ou le long terme? Donc, est-ce qu'on voit des employés qui sont payés avec de gros salaires? Donc, est-ce qu'on met en avant le long terme ou le court terme? Tel groupe de personnes se voit considéré comme simple nécessité. Est-ce que c'est normal? Donc, on constatera souvent des écarts entre ce qui est dit officiellement et les choix qui sont faits en pratique et qui traduisent la vraie idéologie à l'œuvre. Et Pierre Morin nous dit que, en fait, dans l'organisation, il n'y a pas une seule culture. C'est un autre élément. En étudiant la culture de l'organisation, on y trouve d'autres cultures, tout simplement parce que les employés appartiennent à l'organisation, mais aussi ils peuvent appartenir, par exemple, à des partis politiques, ils peuvent appartenir à des syndicats, et donc, au sein de l'organisation, vous y trouvez beaucoup de cultures. C'est un espace multiculturel. La différence avec la culture organisationnelle, c'est que celle-ci, elle est permanente. On peut l'accepter et on reste dans l'organisation. On peut la rejeter et on quitte. On peut l'accepter passivement ou de manière manipulatrice, comme ce qu'on peut voir dans les organisations politiques. Tout cela pour dire que la culture organisationnelle est donc un ensemble de règles, un ensemble de normes, quelques-unes écrites, mais en grande partie non écrites, qui indiquent ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, dans certaines circonstances et certaines situations. Cette culture organisationnelle résulte
de l'histoire de cette organisation et évolue sous les influences combinées de différents acteurs. Et à la création, nous dit Pierre Morin, l'organisation n'ayant pas d'histoire et n'aura pas de culture. La première personne qui va diriger l'organisation va, qu'elle soit le fondateur ou pas, elle va lui donner sa marque, puisque, comment, par exemple, dans sa manière de concevoir les projets, son style de leadership, tout ça va, avec le temps, former une matrice, et les autres événements collectifs vont s'inscrire sur cette matrice, et ça va former une culture organisationnelle au fur et à mesure. Et cette culture organisationnelle peut être plus ou moins intense, prégnante. Ça dépend des organisations. Cette culture organisationnelle aussi, nous dit Pierre Morin, pourra concerner des aspects plus ou moins nombreux de la vie collective au sein de l'organisation. Mais la culture organisationnelle est aussi un problème à gérer. Et Pierre Morin, ici, se réfère à Philippe Zelznick. Il dit que la culture organisationnelle nécessite de la part des dirigeants des mesures importantes et délicates, notamment lorsqu'il faut la faire évoluer volontairement et rapidement. En cas, par exemple, d'intégration des organisations, ou de consortium, ou de fusion de deux organisations, ou de partis politiques qui se mettent ensemble, ou des ONG qui se mettent ensemble, ou dans le cas où une organisation doit s'adapter à un nouvel environnement politique. Eh bien, une attention insuffisante à la culture organisationnelle peut devenir la cause d'un échec. On aura tendance à rendre responsable de cet échec des raisons technico-économiques ou bien une incapacité des membres à évoluer, alors que la plupart du temps, il s'agit plutôt d'une lacune de gestion de la culture organisationnelle qui l'explique. Dans ce cas, que faire? Pierre Morin nous dit que les dirigeants ont à s'impliquer dans un programme d'évolution des cultures antérieures ou de la culture intérieure. De nombreuses études, nous dit-il, insistent sur la nécessité de ne pas critiquer les traits culturels de la période précédente, mais au contraire, on doit les valoriser pour leurs effets positifs dans le passé, afin de ne pas culpabiliser les personnels pour avoir respecté ces formes culturelles anciennes. Si vous êtes deux partis politiques et vous voulez vous mettre ensemble, assurez-vous que vous êtes prêts à valoriser les traits positifs de la culture intérieure de chacune de chaque organisation. Si vous n'êtes pas prêt, alors probablement qu'il faut attendre et considérer votre décision. Parallèlement, il convient de mettre l'accent sur le besoin de faire évoluer l'ancienne culture en fonction du nouveau contexte qui se présente à l'organisation. Voilà
notre présentation de la culture organisationnelle s'arrête ici. Notre prochaine vidéo va traiter de la négociation.